Bonjour. Aujourd'hui, la correction du devoir qui vous était proposé autour des deux notions de technique et d'art. Je vous demandais dans une première question de donner une définition personnelle de ce qu'on appelle la technique. Ce qui est dommage, c'est que dans la plupart des définitions que vous avez données, on ne trouve pas le terme le plus important qui est celui de l'agir. Je vous rappelle que la technique est d'abord et avant tout une manière pour l'homme d'agir dans le monde autour de lui et que la technique relève d'une dimension pratique. La technique, plus particulièrement, elle encadre cette pratique pour lui permettre de réussir et d'être plus efficace. À la différence de l'être humain ordinaire lorsqu'il agit, le technicien, parce qu'il possède justement une technique, est capable de maîtrise, capable d'accomplir parfaitement l'action qu'il veut accomplir, sans avoir besoin justement de s'y reprendre, d'hésiter, etc., etc. On reconnaît le technicien à cette capacité justement à pratiquer les choses bien. Alors, tout de suite, je veux lever une confusion qui s'est encore introduite dans la tête de certains. Je l'ai pourtant insisté dans le cours. La technique n'a rien à voir avec la science. On n'a pas besoin d'avoir fait de la science pour être un technicien. D'ailleurs, pendant très longtemps, les hommes ont été techniciens sans avoir commencé à inventer la science. Les hommes des cavernes avaient déjà des techniques de chasse, des techniques de taille des silex, des techniques, etc. Par exemple, pour faire la cuisine ou coudre les vêtements, ils ne possédaient aucune science. La technique n'a rien à voir avec la science. Il ne faut pas confondre les deux. La science, finalement, n'a commencé à rejoindre la technique qu'au moment de la révolution industrielle, dans une nouvelle forme qu'on appelle la technologie. La technologie, c'est l'usage systématique de la science à destination d'amélioration technique. Mais c'est quelque chose de relativement récent, ça fait 2 siècles, et il y a encore autour de vous beaucoup de techniques qui sont pratiquées sans le recours à la science. La plupart d'entre vous font du sport sans être des scientifiques. Vous allumez le feu le matin sous votre café sans avoir recours à la moindre science. Donc la technique n'est pas la science. La technique, c'est ce qui nous permet de réussir et d'être plus efficace dans nos pratiques. Et quand je réussis à tous les coups, justement, on vient dire que je possède un savoir pratique. Ce savoir pratique, c'est ce qu'on appelle un savoir-faire. Et je vous rappelle que savoir-faire, c'est l'autre nom de la technique. Non. Et point que l'on pouvait ajouter, ce savoir-faire met en œuvre, puisqu'il est action dans le monde, ce qui justement fait interface entre moi et le monde, c'est-à-dire mon corps. La technique est donc un savoir qui va relier ma réflexion et mon corps. Je réfléchis à ce que je veux faire et j'accomplis avec mon corps. Alors n'oubliez pas que les techniques sont diverses et variées. Si je vous donne des exemples, eh bien, comme forme de technique, il y a des sports, vous auriez pu me citer le football, vous auriez pu me citer le tennis, mais n'oubliez pas que le maçon est un technicien, le boulanger également, et qu'au quotidien, vous utilisez aussi des techniques comme vous habiller ou encore cuisiner. N'oubliez pas aussi que la technique peut faire appel à des objets conçus pour faciliter l'action de l'homme, et ce sont précisément ce qu'on appelle des outils. L'outil est la prothèse dont l'homme se sert pour accomplir la technique dans le monde. Alors la deuxième question, vous demandez, finalement, c'était un questionnaire à choix multiples, et vous demandez d'identifier les mots qui allaient avec la technique. Premier mot, celui d'universel. Alors non, il ne fallait pas le cocher, car évidemment la technique ne repose pas sur des règles universelles. La technique varie d'un artisan à l'autre. Pourquoi? Puisque la technique met en œuvre mon corps et finalement, elle demande une adaptation de mon corps à l'objet qui est en face, un objet qui lui-même peut être particulier, et c'est un objet qui justement demande de se modifier, de modifier le rapport technique au fur et à mesure que l'objet change. Par exemple, si je suis cuisinier, je ne vais pas incorporer la même quantité d'œufs en fonction du calibre de ses yeux, c'est-à-dire de la taille. Je ne vais pas finalement couper la viande strictement de la même façon, mais tenir compte par exemple des nerfs et des os qui sont présents dans l'animal, etc., etc. Il n'y a peut-être finalement que dans l'industrialisation qu'on avance vers des process qui sont plus universels, mais c'est bien justement ce qu'on reproche à l'industrialisation, on est aux limites de la technique. Alors la deuxième terme qui vous était proposé, c'était celui de savoir. Alors là, je suis absolument décontenancé par votre manque de logique, car la plupart d'entre vous avaient répondu que la technique était un savoir-faire, mais alors si la technique est un savoir-faire, elle est bien évidemment aussi un savoir.
Troisième chose, alors, pardon, pourquoi est-elle un savoir? Eh bien, parce que je vous rappelle que le savoir est cette branche de la connaissance dans laquelle on démontre les choses, on les prouve, et je vous rappelle que la technique est démontrée et prouvée d'une façon particulière par le fait justement qu'on est capable de l'accomplir. Je montre que je sais nager en sautant dans le bassin et en nageant. Troisième question, la science. Je viens de vous le dire dans la première réponse, la science n'a rien à voir avec la technique. La technique ne cherche pas à comprendre les choses. La science essaie de comprendre comment fonctionnent les choses, comment elles sont faites, comment elles agissent, quelles sont leurs lois, alors que la technique s'en sert. La technique apprend à se servir des choses. Pour devenir un boulanger, vous n'avez pas besoin de savoir comment chimiquement fonctionne une levure. Si vous connaissez les gestes du boulanger, eh bien vous pouvez faire du très bon pain sans rien avoir compris à la manière dont les carbonates de calcium, effectivement, vont produire du CO2 et provoquer ce qu'on appelle la levée de la pâte. Ce n'est pas la même chose d'être un scientifique et d'être un technicien. Je vous le répète, ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, dans ce qu'on a appelé la fin du XVIIIe, dans la révolution industrielle, qu'on a commencé à se dire qu'on pouvait peut-être se servir de la science pour améliorer les techniques, mais ça, c'est ce qu'on appelle la technologie. Alors, ce n'est pas parce que la technologie nous a envahis aujourd'hui que systématiquement la technique a un rapport avec la science. D'autre part, je vous rappelle que la science produit des lois universelles, alors que, comme nous venons de le dire, la technique, elle, s'adapte en permanence au corps et à l'objet sur lequel on travaille. Alors, la technique est-elle un savoir-faire? Ben oui, c'est bien évident, c'est même sa définition, comme je l'ai précisé plus haut. On est technicien quand on maîtrise les gestes qui permettent d'accomplir de façon sûre et certaine ce que l'on veut accomplir. C'est pour ça que c'est un savoir pratique, un savoir-faire. Et enfin, oui, la technique mobilise le corps, puisque le corps est notre interface entre finalement notre esprit et le monde. C'est grâce à mon corps que j'agis, que je produis des actions dans le monde. Donc le corps, la technique mobilise le corps, même si ce corps peut être appareillé avec des outils, comme nous venons de le dire. Alors la question suivante vous demandait quelle différence y a-t-il entre enseigner une science et enseigner une technique? Alors, commençons par la science. La science, finalement, repose sur des lois universelles qui sont découvertes par mon entendement. Par exemple, les lois mathématiques du triangle de Pythagore, ou encore des lois de résolution de, par exemple, l'équation polynomiale. Donc, puisque c'est l'entendement qui est mobilisé dans la science mobilise en nous ce qui est le plus universel. Nous disposons tous d'un entendement identique et similaire qui nous permet, par exemple, tous de faire des mathématiques. Donc, finalement, quand j'apprends les sciences, je comprends la même chose et de la même façon que celui qui me les enseigne. Finalement, la règle de Pythagore que j'apprends derrière mon maître est connue de la même façon par l'élève que par le professeur. Appliquer le théorème de Pythagore, la somme des carrés des côtés opposés est égale au carré de l'hypoténuse, est appliqué par tout le monde de la même façon, et dès que j'ai compris le théorème, je peux le mettre en application. Si on m'explique clairement cette règle, je peux la comprendre dès la première fois, et ensuite je peux l'appliquer dans des exercices, par exemple en mathématiques. Dès que j'ai compris le théorème, je peux le mettre en pratique. Et donc, en mathématiques, s'exercer, c'est juste vérifier qu'on a bien compris, mais si on a fait des choses relativement simples en sciences, par exemple, si on a appris les bases du calcul ou si on a appris un théorème aussi simple que celui de Pythagore, alors, dès les premières fois, on réussit aussi parfaitement le problème mathématique que son professeur. Ça, c'est l'enseignement de la science universelle qui passe par l'entendement. L'élève sait la même chose que le professeur et dès lors, la transmission est immédiate, immédiatement comprise, pas besoin d'exercice, on s'exerce uniquement pour vérifier qu'on a bien compris. Alors, par opposition, la technique ne s'apprend pas du tout de la même façon, puisque la technique demande à être incorporée. C'est-à-dire que la technique doit rentrer dans mon corps, je dois, pour savoir faire le geste, le répéter jusqu'à ce que ce geste devienne évident à mon corps. Autrement dit, puisqu'il faut incorporer le geste technique, eh bien je dois le répéter jusqu'à former ce qu'on appelle un schème corporel. On apprend la technique par la répétition, on doit faire plusieurs fois, de nombreuses fois de la pâte à pain avant de manier, d'exercer parfaitement le geste de rabattage de la pâte, etc., pour incorporer le maximum d'oxygène à l'intérieur. Il faut du temps en cuisine pour être capable de doser d'un simple coup d'œil les différents ingrédients.
Il faut évidemment répéter le geste de monter sur le vélo et de pédaler avant de parvenir à tenir dessus. Donc la technique demande à être répétée pour qu'elle rentre dans le corps. D'autre part, comme chaque corps est différent d'un individu à l'autre, eh bien la technique va changer d'un individu à l'autre. Et ce qu'enseigne le professeur n'est pas fait forcément exactement de la même façon par l'élève. Quand un professeur en classe de technique enseigne un geste, il dit voilà la manière dont il convient de faire le geste, mais ensuite chaque élève va s'exercer jusqu'à trouver sa propre manière de le faire. Certains élèves vont y mettre un peu plus de poigne, d'autres un peu plus de ceci ou de cela, etc. Il y a une adaptation de chaque individu en fonction effectivement de son corps, de sa stature, etc. Il y a donc une singularité du geste technique, et c'est même ceci qu'on recherche dans la technique. Quand on fait appel à un artisan, c'est parce qu'on veut justement un objet qui relève de sa singularité. Donc la technique s'apprend par la répétition. Elle est forcément répétition parce qu'il faut incorporer le geste, et parce qu'il s'agit d'incorporer un geste, et parce qu'il s'agit justement de le faire sien, il y a une singularité de la technique. C'est seulement pour cette forme d'apprentissage, justement, qu'on utilise ce terme d'apprentissage. Le terme d'apprentissage vaut pour la technique, pas pour la science. On enseigne la science, on fait un apprentissage technique. Par exemple, dans les lycées dits professionnels, les élèves subissent ce qu'on appelle un apprentissage. Alors la quatrième question, vous demandez s'il y avait justement de la technique chez les animaux. Et beaucoup d'entre vous se sont fait avoir parce qu'ils se sont dit ah mais comme on voit l'araignée construire sa toile, comme on voit l'abeille bâtir sa ruche, ou comme on peut voir, comme sur la photo ici, le singe qui utilise un bâton pour par exemple explorer une fourmilière, eh bien vous avez dit qu'il y avait de la technique chez les animaux. Alors, ce n'est pas exact, ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Tout d'abord parce que l'animal accomplit les gestes que vous venez de citer, poussés par l'instinct, et donc il n'y a pas de conception de l'objet au préalable. Autrement dit, il n'y a pas de réflexion technique. Quand l'homme agit techniquement, quand il se fait artisan, il mobilise malgré tout sa raison, son raisonnement et sa réflexion, ce que ne fait pas l'animal. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'animal, même s'il est capable de manipuler des instruments comme vous le voyez ici, n'est pas capable de passer de cet usage à ce qu'on pourrait appeler sa fonction générique. Le singe ne va pas passer par exemple de la manipulation du marteau à l'idée du marteler. Du coup, il n'aura pas l'idée qu'on peut marteler avec d'autres objets, par exemple que le marteau. Il ne reproduira pas le geste comme vous êtes capable de le faire avec la chaussure, avec le pied, avec le poing, etc. Tout ce que vous voulez. Bien. Il n'y a pas de conceptualisation de la technique chez l'animal. Du coup, l'animal n'est pas non plus capable de mettre l'objet en réserve pour un autre usage. Le singe ne va pas, par exemple, garder la brindille qui lui a servi à venir embêter les fourmis pour plus tard s'en servir à propos d'une autre fourmilière, alors que l'homme, lui, va sans cesse réutiliser les outils, va chercher justement à les utiliser pour d'autres usages. Par exemple, le marteau va aussi bien servir à casser une noix qu'à planter un clou, qu'éventuellement, je ne sais pas moi, à marteler une casserole pour faire du bruit, etc., etc. L'objet est mis en réserve pour de multiples usages. Et enfin, du coup, l'animal n'est pas capable de passer à ce qu'on pourrait appeler un usage généralisé. Ainsi, je vous donne un exemple qui est célèbre, on s'est rendu compte que certains macaques mâchaient des feuilles contenant des substances pharmaceutiques quand ils étaient malades, parce que ces feuilles, justement, étaient capables de les guérir. Est-ce qu'il s'agit d'une technique? Est-ce qu'il s'agit d'une médecine? Non. Pourquoi? Parce que finalement, vous voyez que dans ce geste, le singe, se contente de mâcher les feuilles comme il mange d'habitude, c'est-à-dire qu'il se contente de reproduire un geste instinctif, celui de mâcher, alors que l'homme, par différence, quand il a trouvé des plantes médicinales, lui a immédiatement imaginé d'autres manières de s'en servir. L'homme a inventé des onguents, des pommades, des décoctions, des infusions, etc., justement pour essayer d'être le plus efficace possible, et c'est ça l'intervention technique, être plus efficace. Et ensuite, l'homme est passé justement à une médecine, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a découvert qu'une certaine plante était capable de guérir, l'homme s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres plantes qui peuvent nous guérir? Et justement, l'homme s'est amusé à
explorer autour de lui, voir quelles étaient les plantes qui pouvaient lui servir, lesquelles pouvaient agir, etc. Ça, c'est une médecine, quand on essaye tout pour se guérir soi-même. Alors justement, dans le cours, je introduisais une différence essentielle, la différence entre l'instrument et l'outil. Les animaux utilisent des instruments alors que l'homme, bien sûr, l'homme peut utiliser des instruments parce que c'est un ancien animal, mais l'homme a inventé ce qu'on appelle les outils. Je vous rappelle la différence. L'instrument est un prolongement du geste naturel. Par exemple, le bâton du singe est un prolongement du mouvement naturel parce que finalement, le geste que fait le singe avec le bâton, c'est le geste qu'il aurait fait avec son doigt s'il avait pu mettre son doigt. Alors que l'outil, par différence, est un objet qui force la nature, c'est-à-dire qui n'agit pas dans le sens de la nature. Je vous donne un exemple, un marteau est un outil et non pas un instrument. Pourquoi? Parce que le marteau qui veut enfoncer un clou de façon perpendiculaire utilise un mouvement de rotation. Pour frapper avec un marteau, je fais tourner le marteau autour de mon poignet pour venir frapper. Ce n'est pas un geste naturel, puisque un geste naturel consisterait à taper directement sur le clou de bas en haut. D'ailleurs, un singe, si vous lui donnez un caillou, va taper naturellement en se servant du caillou comme un instrument, c'est-à-dire il va taper de bas en haut sur le clou. Le marteau, lui, est un outil technique. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser le principe de la rotation. Un manche avec une tête qui est mise en rotation par le mouvement du poignet, ça n'a l'air de rien, mais ça change tout, parce que ce mouvement de rotation a une conséquence physique, c'est que ça augmente, c'est ce qu'on appelle un bras de levier en physique, et ça augmente la force du coup. Si bien qu'en tapant avec peu de force physique, j'obtiens au bout du marteau une énorme force qui me permet d'enfoncer facilement des clous. Il y a donc une différence radicale, et si l'homme est capable d'inventer des outils, les animaux, eux, se contentent d'avoir des instruments. Il n'y a donc pas, à proprement parler, de technique dans la nature, et même si on a des cas limites, comme je vous l'ai montré chez les grands primates, chez les grands singes notamment, on n'a encore jamais vu une espèce animale passer justement de l'usage de l'instrument à une fonctionnalité beaucoup plus large. Alors la question suivante était une question cette fois proprement de dissertation. Je vous proposais un sujet de dissertation qui était: est-il souhaitable de réaliser tout ce qui est techniquement possible? Alors, comme d'habitude, les mêmes erreurs ont été reproduites, c'est-à-dire que vous n'avez toujours pas compris que pour problématiser, il faut bien évidemment analyser les mots du sujet et faire tout un travail autour de ces mots. Seuls quelques élèves se sont interrogés autour du mot qui était central ici, qui était celui de souhait. Est-il souhaitable de réaliser tout ce qui est techniquement possible? C'était là précisément qu'on vous attendait sur l'analyse de ce terme de souhait. Je vous rappelle que le terme de souhait renvoie à la fois au désir et au rêve. Et donc précisément dans ce sujet, on vous demandait de faire un lien entre la technique et le rêve. Alors pourquoi justement? Parce que la technique augmente la capacité de l'homme à agir sur le monde, elle augmente son pouvoir d'action sur le monde, et du coup, de cette capacité d'agir découle un désir de toute puissance chez l'homme. À travers la technique, l'homme a l'impression, et ce n'est peut-être pas qu'une impression, qu'il peut dominer l'environnement, qu'il peut dominer le monde qui l'entoure. Alors, et c'est là que se construisait une ambivalence dans le sujet, c'est là que se construisait le problème. D'un côté, grâce à la technique, je peux dominer le monde, ce qui a permis la survie de l'humanité et ce qui permet sans cesse l'amélioration du confort de vie des êtres humains. Donc d'un côté, effectivement, il est souhaitable effectivement d'obéir à ce que demande la technique, mais de l'autre côté, il fallait se souvenir que le désir et le rêve sont finalement sans fin et sans limite, et autrement dit, en suivant le désir provoqué par la technique, nous risquons en permanence de dépasser les bornes et les limites qui sont les nôtres. Alors, dépasser les bornes et les limites qui sont les nôtres, je vous ai mis à l'écran finalement une représentation du mythe le plus célèbre, le mythe d'Icare. Vous connaissez ce mythe antique, finalement, Icare et Dédale, enfermés au sein du labyrinthe, cherchent à s'évader en se collant des plumes de vautour sur le dos grâce à de la cire, mais Dédale prévient son fils Icare qu'il ne peut pas s'approcher du soleil. Fasciné par la technique, Icare, justement, qui est en train de voler, s'approche de trop près du soleil.
la cire fond et c'est la chute. Alors c'est une vaste métaphore sur le danger et la fascination qu'exerce sur nous la technique. Si nous n'y prêtons pas garde, justement, nous pouvons chuter, nous pouvons tomber. Et c'est bien là-dessus qu'on attendait, justement, votre travail. Si effectivement nous suivons la technique, comme cette technique nous donne cette illusion de pouvoir agir sans limite, nous risquons de dépasser les limites de ce monde et nos propres limites. Cela se traduit par quoi? Bien certains en ont parlé. D'une part, un épuisement généralisé de la nature, ce sont les problématiques écologiques dont on parle aujourd'hui tant, mais aussi, ne l'oubliez pas, que la technique peut aussi rétroagir sur l'homme et justement lui nuire à cet homme. On ne parle pas assez aujourd'hui de la manière dont la technique est en train, par exemple, de nous fliquer à travers nos téléphones portables, la manière dont aujourd'hui certains veulent transformer le corps humain pour l'embellir, le modifier, etc., etc. Nous risquons de devenir justement les esclaves de cette technique. Et donc justement, une manière de s'opposer à cet excès de la technique, comme certains l'ont dit, c'était justement de se demander si on ne devait pas contrôler le désir en mettant en place une éthique ou une morale. Et ce sujet, effectivement, à travers la notion de est-il souhaitable, vous incitez justement à réfléchir à cette question de la morale. Justement, doit-on laisser notre désir de toute puissance qui a été fabriqué par la technique, cette idée de domination du monde, doit-on le laisser faire et s'accomplir jusqu'au bout, ou bien l'homme doit-il justement par moment réagir en se fixant des limites dans sa capacité à désirer? Alors cette question était approfondie par le sujet de dissertation suivant que je vous avais proposé. Le sujet suivant, c'était les progrès de la technique nous rendent-ils plus raisonnables? Et là, même erreur collective, on commence à essayer de traiter le sujet, à construire une problématique sans avoir analysé les termes du sujet. Conclusion, aucun élève n'a traité le sujet. Le sujet, ne vous demandez pas s'il y avait des progrès de la technique, on ne vous demandait pas si ces progrès de la technique étaient bénéfiques, on vous demandait si ces progrès de la technique nous rendaient plus raisonnables. Et évidemment que c'était ce terme de raison sur lequel il fallait travailler. Alors, si la technique, c'est une manière d'améliorer les pratiques, on ne voit pas a priori pourquoi les progrès de la technique nous rendraient plus raisonnables, dans la mesure où la raison est finalement cette faculté de réflexion que possède l'homme. On se dit que la technique, c'est la pratique, la raison, c'est l'intelligence. On peut se demander quel est le lien entre les deux. Ben justement, il fallait réfléchir sur ce terme de raisonnable, parce que qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable? Ça veut dire généralement réfléchir à nos actes. Et quand on réfléchit à nos actes, ben ça donne deux choses, et deux choses qui permettaient de construire la problématique. Car réfléchir à nos actes, c'est d'un côté, parce qu'on y réfléchit justement, les améliorer, et c'est donc bien justement ça que fait la technique. La technique est bien une amélioration de nos actes par la réflexion, mais de l'autre côté, quand on réfléchit à nos actes, quand on se montre raisonnable, c'est aussi pour s'interroger sur le sens et sur l'intérêt de ces actes. Donc cette fois raisonnable au sens de moralement raisonnable, c'est-à-dire est-ce que nous avons raison d'agir de telle et telle façon? Donc tout partait du sens du mot raisonnable, et c'est pour ça qu'il fallait l'analyser. Raisonnable en tant que réfléchir sur nos actes, soit pour améliorer nos actes, et ça c'est la capacité technique, soit pour justement interroger le sens et l'intérêt de nos actes, et ça c'est plutôt la question morale. Et donc justement, le sujet vous demandait, est-ce que ça nous rend plus raisonnables? Alors si d'un côté on peut peut-être dire que la technique nous a permis justement de rendre l'homme plus performant dans sa pratique parce qu'il a réfléchi sur les manières de faire, et ça c'est tous les avantages que la technique nous a apportés. De l'autre côté, comme on vient de le voir, on peut dire que la technique nous a peut-être tellement fascinés qu'elle nous a empêchés justement de réfléchir sur le sens et sur l'intérêt de ces actes, et peut-être que finalement, fascinés par cette technique, nous sommes aujourd'hui en train de laisser la technique faire absolument tout et n'importe quoi, et sans que justement nous ne réfléchissions plus aux conséquences de nos actes. On pense ici justement, encore une fois, à la bombe atomique, on pense à ces armes aujourd'hui délirantes que nous possédons, mais on pense aussi, comme la photo à l'écran vous le suggère, aux biotechnologies et tout ce qu'on peut imaginer en matière de transhumanisme. Alors qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme plan? Une première partie sur justement l'idée que la technique rend l'homme plus raisonnable au premier sens du terme raisonnable, c'est-à-dire au sens où, justement, par la technique, l'homme va développer une certaine capacité à réfléchir sur ses actions pour améliorer ses actions.
D'abord, on pouvait montrer, c'était le plus évident, que la technique mobilise l'intelligence, qu'il y a dans le geste technique tout un travail de conception. Je vous renvoie au cours. L'idée, par exemple, chez Aristote, qu'il faut concevoir l'objet avant justement de le produire. Mais aussi, comme on l'a vu, c'est ce qui fait la différence entre l'action technique chez l'homme et le geste animal, entre l'instrument et l'outil. Il y a tout un travail intellectuel de conceptualisation qui est à l'œuvre malgré tout à l'intérieur de la technique. Et on peut même dire que s'il faut être intelligent pour produire de la technique, à rebours, la technique nous a rendus encore plus intelligents. C'est par exemple ce que dit Edgar Morin dans son texte célèbre sur le devenir de l'humanité. C'est parce que l'homme a inventé le feu que finalement, grâce au feu, il a pu réchauffer ses aliments, il a pu les cuisiner, et en réchauffant les aliments et en les cuisinant, il a pu faire de la place. Il a pu libérer sa mâchoire du poids finalement de toutes ces dents dont nous avions besoin pour finalement mastiquer les légumes crus et les viandes crues. Ça a libéré de la place sur notre visage. On a supprimé les masques, on a supprimé les muscles qui supportaient notre mâchoire quand nous étions des australopithèques. Ça a fait de la place sur notre visage. Ça a permis au cerveau de s'agrandir. Autrement dit, c'est parce que l'homme a utilisé de son intelligence pour fabriquer une invention technique comme le feu, que en retour, l'homme est devenu plus intelligent, il a pu justement développer d'autres capacités, il a pu accroître son cerveau, ses connexions neuronales et donc sa capacité à réfléchir sur lui-même. Donc, il y a bien, la technique, en quelque sorte, nous a rendus plus raisonnables. Et même, on peut dire que par l'amélioration des techniques, l'homme de plus en plus transforme le monde qui l'entoure et le monde devient de plus en plus soumis à notre volonté technique. Autrement dit, c'est l'univers tout entier, ce n'est pas seulement l'homme, mais l'univers tout entier qui devient de plus en plus raisonnable, c'est-à-dire de plus en plus, on va dire, contrôlé par des gestes techniques, maîtrisés. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur du monde parce que le monde autour de nous est canalisé par la technique. Nous savons construire des maisons contre les intempéries, nous avons des médecines contre les maladies, etc., etc. Donc tout cet univers est devenu plus raisonnable. Oui, mais, justement, retournement grand B, justement, cette technique a construit une fascination technique. Et cette fascination technique, on en a déjà parlé, elle a construit une illusion de toute puissance de la part de l'homme, et notamment, elle a aussi construit cette idée que la technique progresserait sans fin et sans limite jusqu'au bout. Enfin, il y avait dans le cours cette idée développée par Jürgen Habermas autour de la technocratie. Vous voyez que l'homme a même fini par croire que la technique a laissé l'homme a laissé la technique être capable de décider à notre place. Parce que nous sommes tombés dans l'illusion que les progrès techniques allaient nécessairement apporter le bonheur de l'humanité. Il fallait ici développer cette idée que parce que les techniques ont amélioré notre confort, cette idée que si nous laissons les techniques se développer à l'infini, alors nous vivrions de mieux en mieux, de plus en plus riches, de plus en plus prospères, etc. Ce qui est probablement un contresens. Non pas parce que les techniques ne nous apporteraient pas de confort, mais parce que les techniques ne sont pas la seule condition suffisante à nos existences. Rappelez-vous le texte d'Habermas. Habermas montre bien qu'il faut aussi des processus politiques pour réfléchir sur ce qui vaut le mieux pour l'homme, pour justement protéger ses libertés, etc., etc. Et c'était justement là qu'on pouvait glisser vers un troisième point, c'est-à-dire, justement, cette technique nous laisse-t-elle encore être raisonnable? C'est-à-dire qu'à force d'être fascinés par elle, nous finissons par ne plus réfléchir sur les objectifs de la technique. Et donc nous ne nous montrons plus raisonnables cette fois, au sens de moralement responsable ou éthiquement responsable. Nous réduisons le monde entier au progrès de la technique et nous ne demandons plus justement quelles en sont les conséquences pour l'homme. D'une part, cela conduit à l'épuisement de la nature, on l'a déjà dit, mais la technique aussi commence à agir contre l'homme. Ne parlons plus de la totalité des restrictions de liberté qui sont aujourd'hui à l'œuvre avec les processus de pistage électronique, etc. N'oublions pas toutes ces manipulations qui sont en train de se mettre en œuvre sur l'homme par les biotechnologies, etc., etc. N'oublions pas tous ces dispositifs de contrôle dont aujourd'hui les États disposent par le travers de la technologie. Bref, il est temps de reprendre en main justement une réflexion autour de la technique, c'est-à-dire de se montrer beaucoup plus raisonnable. La technique ne nous rend pas forcément plus moraux, c'est-à-dire la technique ne nous incite peut-être pas suffisamment à réfléchir sur les conséquences de la technique elle-même. Alors la septième question vous demandait d'essayer de faire une distinction entre l'art et la technique.
Alors il fallait partir de leur point commun. L'art et la technique relèvent de la pratique, et même comme je vous le disais dans le cours, pendant très longtemps, le mot d'art a été utilisé aussi bien pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui la technique, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui nous les beaux-arts, hein, c'est-à-dire que le mot d'art servait à désigner toute activité pratique. Bon. D'ailleurs dans le terme d'artisan, aujourd'hui encore on est à mi-chemin entre les deux. L'artisan est à la fois un technicien, mais aussi quelqu'un qui essaye de faire bien et bellement les choses. C'est donc là aussi, quelque part, il est à la limite de l'artiste. Donc, art et technique relevaient de la pratique. Et il faut, et n'oubliez pas, il faut de la technique pour faire de l'art. Il faut maîtriser le geste du pinceau, il faut maîtriser l'instrument si on veut un jour devenir un artiste. Alors, où se jouait la différence? La technique vise l'utile. Quand je fais une technique, nous le disons depuis le début de ce devoir, c'est parce que je veux produire bien ou mieux une action dans le monde. Je maîtrise la technique pour faire mieux à manger, je maîtrise la technique pour jouer mieux au sport. Autrement dit, comme le dit Kant, la technique est mercenaire. Qu'est-ce que ça veut dire mercenaire? C'est-à-dire qu'elle se met au service de quelque chose d'autre. Elle se met au service d'un but, pour accomplir une tâche. Par opposition, l'art, lui, ne vise absolument pas à être utile. On dit qu'il est gratuit. Gratuit, ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas pour l'art. Dire qu'il est gratuit, ça veut dire simplement que quand je fais de l'art, je ne fais pas de l'art pour quelque chose. Si je prends mes crayons ou si je prends ma guitare, ce n'est pas pour faire quelque chose. Je fais l'art pour lui-même. Je fais l'art parce que j'ai envie de ce qu'il est capable de produire. Et c'est là justement où beaucoup d'entre vous ont oublié l'essentiel, et c'est quand même incroyable. Que vise l'art? L'art vise d'abord et avant tout la satisfaction esthétique, c'est-à-dire le beau. Quand vous écoutez de la musique le matin, c'est pour vous faire plaisir. Quand vous allez dans un musée, c'est pour vous faire plaisir. Quand vous allez effectivement observer un film, voir un film au cinéma, c'est pour vous faire plaisir. Et vous avez oublié cette dimension, c'est quand même incroyable. Alors que quand vous faites chauffer votre café le matin, c'est parce que vous voulez boire un café. Bon, ce n'est absolument pas la même chose. L'art vise d'abord et avant tout à la satisfaction esthétique. Je vous rappelle qu'esthétique, ça veut dire par les sens. L'art touche nos sens et nous fait éprouver un plaisir grâce aux moyens de ces sens. Enfin, un dernier point essentiel, la technique a des règles de production. Le technicien sait comment faire les choses, il a des schèmes qu'il peut enseigner, qu'il peut donner aux autres, il a des règles pour mettre en action son activité. A l'inverse, l'artiste, je vous le rappelle, lui, n'a pas de règles, il improvise en permanence, il invente ses règles au fur et à mesure de son travail. Donc on l'a compris, distinction entre technique et art, deux formes de la pratique, mais la technique est là pour aider à faire quelque chose, elle est mercenaire selon l'expression de Kant, l'art ne vise à rien d'autre qu'à lui-même, il est gratuit. Que vise l'art? Il vise en lui-même la satisfaction esthétique. L'art est là pour produire le beau qui me plaît tant. Du coup, la technique a des règles qu'il faut suivre. L'art, finalement, demande une capacité d'improvisation qui n'est pas donnée à tout le monde. Alors, dernière question que je vais vous poser. Je vais vous proposer une analyse philosophique de ce tableau d'Edgar Munch, donc tableau qu'on dit expressionniste du début du XXe siècle et qui s'appelle Le Cri. Bon. Alors, quand on vous demande d'analyser un tableau, eh bien malheureusement, vous n'avez pas besoin de vous intéresser à l'auteur. Ce qu'on vous demande, c'est pas qui était Munch, en quelle année il a peint, tout ça, puisque tout ça ne permet pas de comprendre le tableau. Ce n'est pas de connaître la date qui vous permet de comprendre pourquoi justement ce tableau nous touche et pas n'importe quel autre dessin. Bon. C'est pareil, on ne vous demande pas de faire de la psychologie du ressenti à propos de cette œuvre. On ne vous demande pas ce que vous avez ressenti justement en face de ce tableau. Pourquoi? Parce que précisément, c'est bien le but de l'art. Le but de l'art, c'est de vous émouvoir esthétiquement, c'est-à-dire qu'en voyant ce tableau par votre sens de la vue, il se passe quelque chose en vous, mais il se passe quelque chose qui est propre en vous, qui est propre à vous-même. Il y a une subjectivité de l'art, c'est votre finalement, c'est vos capacités, vos facultés de pensée qui, comme le dit Kant, se mettent en activité, et c'est donc une activité intellectuelle qui vous est propre. Donc, vous pouvez certes parler de ce que vous ressentez, mais ce n'est pas ce que vous ressentez qui est important, c'est pourquoi est-ce que justement vous ressentez quelque chose. Qu'est-ce que le tableau a produit en vous? Pourquoi il arrive à vous faire sentir des choses? C'est cela qu'on attendait. En fait, dernière remarque, je l'ai dit en long et en travers dans le cours,
Une œuvre d'art n'est pas là pour distribuer ou donner un message. Quel est le message de ce tableau? Qu'est-ce que ce tableau nous dit? D'ailleurs, vous le voyez bien, ce tableau dit des choses à chacun d'entre nous différentes. Il n'y a donc pas deux messages transmis par l'auteur. D'ailleurs, comment voulez-vous connaître le message donné par l'auteur? Êtes-vous sûr de ce que pensait Munch? Êtes-vous sûr de ce qu'il a voulu faire? Donc, une œuvre d'art n'a pas forcément un message. Il y a, je vous le rappelle dans le cours, très peu d'œuvres qui cherchent à distiller un message. Ce sont des œuvres qu'on appelle engagées, et ça ne forme qu'une toute petite partie du paysage artistique. Et encore, je vous le rappelle, ce ne sont pas parce qu'elles ont un message que ce sont des œuvres. Ce sont d'abord des œuvres d'art, et ensuite elles ont parfois un message. Un slogan comme c'est pas bien la guerre, vous voyez qu'il y a un message, c'est pas une œuvre d'art. Donc ne confondez pas transmettre un message et une œuvre d'art. Quand vous écoutez la truite de Schubert, ce morceau de musique, quel est le message? Une truite? Essayez donc, vous verrez si vous entendez le poisson. D'où, qu'est-ce qu'on attendait de vous? Que vous expliquiez en quoi c'est une œuvre d'art. Et donc justement, en quoi c'est une œuvre d'art? Déjà, on voit bien que dans ce tableau, il ne s'agissait pas de représenter simplement quelque chose. On voit bien que l'intention de l'artiste n'était pas de faire une simple copie de quelque chose ou de transmettre justement quelque chose de simple. Ce n'est pas une copie du réel, et d'ailleurs on le voit bien, car les formes sont non conventionnelles. Il y a des enroulements spiralaires un peu partout, que vous ne retrouverez probablement pas dans le réel, et puis il y a ce travail que certains ont décrit intelligemment de déséquilibre entre les lignes droites et les lignes courbes. Sur la partie gauche du tableau, des lignes droites, sur la partie droite du tableau, des courbes et des enroulements. Et c'est précisément cette rupture dans les formes et les rythmes qui produit ce vertige lorsque nous regardons le tableau, qui produit ce déséquilibre du regard. De la même façon, on le voit en peignant d'une façon le personnage avec une bouche disproportionnée, ce qui fait du coup échapper le tableau à l'art du portrait, ce n'est pas un portrait. Et c'est précisément en cela que, en faisant ce tableau, Munch ne cherche pas à dépeindre quelque chose, il n'a pas un but précis. Cette bouche disproportionnée est comme une béance au milieu du tableau qui provoque une aspiration et qui continue de contribuer à ce sentiment de déséquilibre. C'est ce déséquilibre qui, justement, entre d'une part les formes complètement, on va dire, emmêlées du tableau et cette bouche disproportionnée, qui arrive à en provoquer en nous quelque chose. Comme si l'humanité était avalée dans cette bouche, finalement, on voit bien que ce qui se joue dans ce tableau, quand on le regarde, c'est quelque chose comme justement une déstructuration du paysage, une déstructuration de l'humanité. Que faut-il y lire? Chacun d'entre nous y trouvera quelque chose de différent. Faut-il y lire un éloge de la folie? Faut-il y lire quelque chose comme une angoisse? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans ce tableau. En tout cas, l'artiste ne suit aucune règle. Il ne suit pas les règles de la perspective. Il ne suit pas justement la réalité telle qu'il pourrait l'avoir par le biais d'une photographie. L'artiste imagine justement au fur et à mesure ces mouvements de peinture, cette déformation du visage, mais qui tous ensemble contribuent à ce sentiment finalement de déséquilibre qui produit chez nous tout un afflux de sensations. Ce tableau est angoissant, mais certains peuvent le trouver apaisant, justement, par le fait que le cri est enfin poussé. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui se passe, justement, c'est qu'il se passe quelque chose en nous au moment où nous regardons ce tableau.